Hello, everybody, and welcome to the second day of this Civil Society Africa Forum on Wetlands. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la deuxième jour de notre conférence en ligne pour ceux qui travaillent pour les ONG en Afrique pour les zones humides. So for today, for our agenda for day two, we have another two sessions. We will be looking at the idea of participatory citizen science. So Imen will update us on looking at how you use an educational program to promote conservation of wetlands in Tunisia. Constantino will look at how he's sharing experience on engaging communities at wetland sites for protecting them. And Hong Beji will talk to us about involving young people in monitoring of ecosystems in a Ramsar site in Benin. So looking at some of the challenges, perspectives, and constraints there. For the afternoon, we will look at youth and gender. So we have Nandeke talking to us about the status, challenges, and aspirations for young people in wetland protection in Africa from the perspective of youth engaged in wetlands, for example. Twinema Siko will talk about empowering youth and climate change across sub-Saharan Africa. And Floyd will discuss empowering youth and women on the Kafue Flats for sustainable conservation. But I will pass you over to Gervais to introduce the first session. Gervais, over to you. Thank you so much, dear Chris, to giving me the floor. But my speech will be down in French, my moderation for the sessions. Merci beaucoup de m'avoir encore donné la parole et de m'avoir surtout offert cette opportunité de modérer cette session, notamment la première session, mais la troisième session depuis qu'on a commencé hier. Tout Gervais, d'abord, let me just check if the subtitles are working. I don't see anything, but that might be me. yeah, I think. Gervais, did you turn your subtitles on to show your language as French? Yeah, he's French. Yeah, exactly. He's Donc, French. mais est-ce que vous avez mis dans le truc de traduction Oui, en bas? exactement. Oui, j'ai mis que je dois parler en français, donc je crois que ceux qui doivent suivre, ils pourront lire ça en anglais. Okay. Yes, it's Je ne sais pas si working now. tu peux nous signaler si ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne pour les anglophones? Oui, oui. Ah, ok, c'est bon. Merci beaucoup. Je disais merci beaucoup de nous avoir donné cette opportunité pour modérer cette session, notamment la troisième session depuis qu'on a commencé hier. Et cette session, nous en avons trois intervenants, notamment la première intervenant, il s'agit de Imen Labdi, qui doit nous parler de promouvoir la conservation des zones humides à travers les programmes éducatifs, et ça c'est en Tunisie. Et le deuxième intervenant, il va nous parler Sharing Adam Experiences in Engaging Communities for Landside Protections, ou partage des expériences avec Adama par rapport à des zones humides. Ça serait fait par Madame Madeleine Costantino. Et le troisième intervenant va parler par rapport à l'implication des jeunes dans le suivi de la biodiversité des écosystèmes du site de Ramsar, et ça serait surtout au Bénin. Et il nous parlera également de contraintes, des atouts et perspectives. Alors, je ne sais pas si nous avons déjà Madame Labdi qui doit commencer avec la première thématique, notamment promouvoir la conservation des zones humides à travers les programmes éducatifs en Tunisie. Madame, si vous êtes là, vous avez en tout cas 10 minutes. Veuillez en tout cas et soyez la bienvenue. Prenez le micro est à vous. Merci, bonjour à tout le monde. C'est Imen Labidi de la Tunisie. Je représente aujourd'hui l'association Réseau Enfants de la Terre RED, et mon intervention est sur promouvoir la conservation des zones humides à travers le programme éducatif en Tunisie. Bon, suivant. Donc, les zones humides tunisiennes sont très importantes parce qu'elles s'étendent sur plus que 1250 hectares et ça représente plus que 8% de l'ensemble du pays.
Donc, c'est le taux le plus élevé dans le bassin méditerranéen. C'est très important. La Tunisie, elle compte à peu près 231 zones humides naturelles et à peu près 941 zones humides artificielles, donc qui sont réparties en 11 catégories. Ces zones humides sont classées, euh, on a 42 zones humides en Tunisie qui sont classées Ramsar. Donc parmi ces types de zones humides, les plus importants et qui sont particuliers à l'Afrique du Nord et à la Tunisie, on trouve les sapras. Donc, par contre, comme tous les pays africains et bien sûr d'autres pays dans le monde, il y a plusieurs menaces et pressions sur les zones humides tunisiennes. Mais les plus importantes menaces sont l'impact de la mobilisation et du captage de l'eau, sont l'impact du déversement des déchets solides et liquides sur les zones humides, l'impact de l'urbanisation et des infrastructures, mais aussi la vulnérabilité face au changement climatique. Suivant. Donc, notre association Raison Fond de la Terre, qui est une association qui veille sur les principes ou les objectifs du développement durable, l'environnement et la promotion, la conservation des zones humides en Tunisie. Elle a pensé que, à travers l'éducation, qui est le premier pas indispensable à la conservation des ressources naturelles et de l'environnement, donc, elle a pensé concevoir un kit pédagogique, ce qu'on appelait un kit pédagogique ou une mallette pédagogique. Donc, c'est un outil éducatif à destination des professeurs et des éducateurs. C'est pour sensibiliser les scolaires qui sont de 6 ans à 14 ans, donc primaire et collège en Tunisie, sur les zones humides, mais également aussi sensibiliser leurs enseignants et le grand public. Donc, de quoi il s'agit? Le kit pédagogique sur les zones humides tunisiennes, comme j'ai dit, c'est un outil de sensibilisation qui va mettre l'enfant en position d'acteur. Donc, il va acquérir plusieurs informations sur les zones humides, sur la bonne gestion, sur les espèces, la biodiversité, les changements climatiques. Donc, toutes les informations qui concernent les zones humides et qui est coordonnée à l'échelle régionale parce qu'il fait intervenir plusieurs parties et qui va sensibiliser à la complexité de la bonne gestion de ces milieux. Donc, c'était un processus participatif depuis 2020. C'est un projet qui a été au départ financé par le CEPF à travers un grand projet, c'est-à-dire un large grant qui a plusieurs autres composantes. Mais après, à la fin de 2022, on est passé à un autre projet avec BirdLife et CEPF. On a fait un échange avec 23 inspecteurs et professeur de sciences de la vie en Tunisie. On a fait des échanges avec des associations qui travaillent dans 5 zones humides d'importance nationale et internationale. On a fait des échanges également avec les élèves. Donc, c'était un processus en cascade. On a fait comme une concertation avec toutes les parties prenantes, également les populations locales, les citoyens tunisiens, entre activistes, experts, amateurs de la nature, et photographes, etc. Pourquoi? Pour avoir une base de données. Donc, à la fin, on a eu une base de données, que ce soit sur les animaux, sur les végétaux, la biodiversité, sur les particularités des milieux, sur même le patrimoine de ces zones humides. Donc, comme vous voyez sur les photos, c'était des ateliers d'échange, de concertation. On a rencontré les élèves. On s'est déplacé parce que les 5 zones humides sont du nord au sud de la Tunisie. Donc, on s'est déplacé des kilomètres pour rencontrer les élèves et les enseignants pour avoir ce processus. À la fin, bien sûr, on a conçu avec les inspecteurs plusieurs outils, mais comme vous le savez, c'est toujours une question de moyens pour faire la conception, pour faire la production. À la fin, on a retenu seulement 3 outils pour le moment. C'est la limite de notre budget. On a fait une fresque sur les zones humides tunisiennes. J'en suis sûre que beaucoup d'entre vous connaissent la fresque du climat, qui est un jeu. C'est la première fois qu'une fresque est faite sur les zones humides en Tunisie.
il y a un jeu de plateau sur les 5 zones humides retenues qui contient 50 questions quiz et 50 questions informations. Donc, à travers ce jeu, l'enfant, il peut acquérir plusieurs informations sur les 5 zones humides retenues, mais également sur toutes les zones humides en Tunisie, parce que les cartes contiennent des oiseaux, des animaux, des végétaux, des espèces qui sont endémiques, des espèces en danger. Donc, il y a beaucoup d'informations sur ces outils. Donc, les plus importants sont la fresque et le jeu de plateau qui ont été faits. Mais également, on a un kit terrain. Dans le kit terrain, il y a les fiches terrain. Là, on peut noter, l'élève peut noter tout ce qui concerne la station qu'il a visitée, la zone humide. Et aussi, il a des jumelles pour observer les oiseaux et un petit kit pour avoir les paramètres physico-chimiques de la station. Donc, comme j'ai dit, ce kit, c'est le premier outil éducatif sur les zones humides en Tunisie. Il a été inauguré le 3 février 2024 à l'occasion de la Journée mondiale des zones humides, donc ici à Tunis. On va bien sûr continuer les échanges avec les professeurs des 5 sites. On est encore en contact. Ce qui est bien que ce kit aussi, c'est pas seulement ce que j'ai dit, les 3 outils, mais il contient des fiches leçons. C'est-à-dire, c'est une réforme dans le programme scolaire tunisien et c'est en partenariat avec l'approbation du ministère de l'Éducation tunisien. Donc maintenant, on peut donner dans les cours de sciences de la vie de la Terre un exemple d'écosystème, les zones humides. C'est la première fois. D'habitude, on donne plusieurs exemples, sauf que les zones humides ont été toujours négligées. Maintenant, on peut considérer les zones humides comme un écosystème complet avec toutes ses composantes. On a des visites d'échange programmées en avril, c'est-à-dire le mois prochain, pour ramener le kit, les jeux et pour faire cette sensibilisation. Et donc, pour finir, j'encourage aussi tous les pays africains à faire la même chose, c'est-à-dire à essayer de faire des recherches scientifiques, parce que nous, c'est les résultats des inventaires scientifiques sur les zones humides qui ont été simplifiés pour avoir accès et pour être facilité aux enfants et aux écoliers. Merci pour votre attention. C'est les photos des visites qu'on a fait. Merci beaucoup, Madame Imen Labdi, pour le respect également de votre expérience partagée. Je rappelle aux participants que si vous avez besoin de poser des questions, n'hésitez pas en tout cas de les mentionner dans le chat et mentionner à qui vous adressez la question. Alors, la deuxième présentation, ça va être faite par Madame Madeleno Constantino. Il va partager son expérience de l'engagement de communauté pour la protection des sites des zones humides. Uh, we have, I think, if Madeleno Constantino, you are here, please take a floor and you have only 10 minutes to sharing your experiences on engaging of communities with land protections. Please take the floor if you are here. Muito obrigado pela oportunidade que nos é concedida. Eu vou fazer a minha apresentação em português, a língua oficial do país que eu quero representar, Angola. Espero que estejam Madalena, todos a acompanhar Constantino, I'm aqui going na to agenda interrupt. I'm sorry. Could we go? We'll have to close your video again, I'm afraid. The sound is cutting up a lot. Sorry about that, Constantino. Many thanks. Ok. Bem, espero que esteja a ser ouvido agora. Portanto, é possível ouvirem o meu áudio e lerem as legendas. Quando a voz já é possível ser entendido agora, fechei o meu vídeo. Now your subtitles are not in Portuguese. So maybe if you double click Portuguese again for us. I know we tested this earlier, but it stopped working for some reason. So if you set the captions to Portuguese, and then we'll try again. I think they've gone back to English. Ok.
Yeah, it's in Portuguese. Yes, thank you. The Perfect. captions are in Portuguese. Yeah, speaking in language Portuguese. Yes, that's working. Thank you. Ok, muito obrigado. Então, vamos aqui partilhar a experiência da dama em envolver, em engajar as comunidades locais na proteção e preservação das zonas úmidas. A seguir, a dama é uma organização não governamental, apartidária e sem fins lucrativos, angolana, que existe desde 1993. Portanto, é uma organização com 3 décadas de existência e, portanto, é uma organização que trabalha, sobretudo, em Angola, na região Madeleine, centro-sul do I don't país. think the translation is working unless that's just me. Connor? Yes, I think it's too smart, and when you start speaking English, Constantino, it switches to English as well. Sorry. Yes. I don't know why. Let's try again, switching just- everything to Portuguese, and then don't speak to us in English. Just speak in Portuguese. Thank you for your patience, ok. Constantino, and bem. everyone. Tá bem, então, tá bem. Então, deixa aqui, tanto, ver se consigo reativar. Eu voltei aqui nos idiomas, português. Então, coloquei em português. Espero que esteja a ser bem percebido agora. Não sei se posso continuar. Perfect. Acho que vou continuar. E continuando, conforme eu dizia, nós trabalhamos sobretudo na advocacia, fazemos advocacia para a proteção das zonas úmidas, fazemos também educação ambiental, trabalhamos sobretudo nas comunidades, com as escolas, levamos a cabo campanhas de sensibilização das comunidades, visando a conservação das zonas úmidas e o uso sustentável dos seus recursos. Levamos a cabo e promovemos campanhas de limpeza. Fazemos também em parceria com outras organizações internacionais ao longo da rota atlântica, a rota migratória atlântica, a monitorização de aves aquáticas migratórias, bem como a recuperação de zonas úmidas anteriormente perdidas. Ultimamente, estamos também a dar, portanto, passos atrevidos em levar a cabo investigação científica e produzir informação no que diz respeito às zonas úmidas de Angola. Próximo slide, por favor. A estratégia que a Dama tem utilizado ao longo desses 30 anos é nada mais senão o envolvimento das comunidades. Nós somos uma organização que, do ponto de vista de recursos, depende de si mesma, com uma ou outra ajuda de parceiros internacionais. Não temos capacidade de pagar salários ou subsidiar a mão de obra que os voluntários tanto dão para a organização, e deste modo nada melhor senão depender das comunidades através de uma grande mobilização. Nós trabalhamos sobretudo com grupos já organizados, nomeadamente as associações de residentes ou comissões de moradores, associações juvenis, escolas e não só. Portanto, por outra, um outro elemento bastante importante nas nossas atividades são as boas relações que nós desenvolvemos com as autoridades locais. Aqui em Angola, acredito que em muitos países de África ainda é assim, as organizações não governamentais sem fins lucrativos e partidários, às vezes são encaradas como grupos de pressão, grupos da oposição. Daí que desenvolver boas relações com as autoridades governamentais é fundamental para que estas, em contrapartida, apoiem as iniciativas que a organização vier a desenvolver, até porque o nosso campo de ação, tanto é o território governado por essas. Próximo slide, por favor. Para terminar,
é necessário que haja colaboração, uma colaboração forte, uma conexão forte entre as organizações não governamentais focadas na conservação das zonas úmidas e as comunidades. A conservação deve ser feita pelas comunidades e para as comunidades, porque sem o desenvolvimento das comunidades fica muito difícil gerir de forma sustentável a questão ligada à conservação. E digo isto em particular aqui em Angola, porque muitas das zonas úmidas em Angola encontram-se em zonas urbanas, encontram-se em zonas densamente povoadas. Isso, de alguma forma, faz com que haja, portanto, aquele envolvimento das populações, aquela intervenção das populações nestes locais. Daí que é necessário o envolvimento das mesmas para que estas sintam-se responsáveis pela conservação das zonas e façam uso sustentável dos seus recursos. Nós não podemos afastar as comunidades, porque muitas destas dependem das zonas úmidas para poderem sobreviver. Então, nada melhor que envolvê-las, responsabilizá-las para a conservação. E obrigado pela atenção dispensada. Merci beaucoup à Constantino d'avoir partagé cette présentation, en tout cas de belles engagements avec ce que vous faites avec les communautés au niveau des écoles. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, la troisième présentation qui va être faite et la dernière pour cette première session, la présentation va être faite par Mariano. Il s'agit également de l'implication des jeunes dans les suivis de la biodiversité des écosystèmes du site Ramsar, SA 18 du Bénin, et où il va explorer des atouts, contraintes et perspectives. Mariano, si vous êtes là, vous avez 10 minutes pour votre présentation. La parole est à vous. Okay. Merci, Gervais. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Mariano Oubegui. Je suis directeur technique à l'ODDB ONG, Organisation pour le développement durable et la biodiversité. Donc, je voudrais partager avec vous notre expérience en termes d'implication des jeunes dans le suivi de la biodiversité de certains sites Ramsar, du site Ramsar 10-18 au sud du Bénin. Nous allons parler des atouts, des contraintes et également évaluer un peu les perspectives pour cette action. Diapositive suivante. Pour parler un peu du contexte, le site Ramsar 10-18 est localisé au sud du Bénin. Donc, c'est un site Ramsar qui a été inscrit en 2000. Donc, c'est la plus importante zone humide du sud-est du Bénin et qui comprend une diversité d'écosystèmes partant d'une aire marine, des zones marécageuses, nous avons une importante forêt de mangroves, des prairies flottantes. Et cet écosystème est l'habitat pour plus de 200 espèces de plantes, dont certaines sont menacées de disparition, dont l'iroko, le mansonia, etc. Donc, plus de 27 espèces de mammifères menacés dans plus de 27 espèces de mammifères menacées dans le Citatunga, le Saint-Avandrou, qui est une espèce endémique. Vous avez également l'hippopotame et plus de 80 espèces de reptiles ont été identifiées dans cette zone. Vous avez également dans cette région la plus importante distribution de forêts, notamment des forêts communautaires. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, vous avez dans cette zone, tout au long du fleuve Ouémé, qui est le fleuve le plus important du sud Bénin, plus de 510 km de long. Donc, vous avez le long, dans la vallée de ce fleuve-là, des forêts communautaires qui sont pour la plupart des forêts sacrées. Et ces forêts abritent un peu moins des 2 tiers des espèces de plantes menacées à l'échelle du Bénin et aussi toute la biodiversité des écosystèmes de forêt. Étant donné que le sud du Bénin est dépourvu de parcs nationaux, donc la conservation de la biodiversité de cette partie du sud Bénin réserve est basée essentiellement sur la protection de
ces écosystèmes de forêt et aussi des innombrables écosystèmes qui sont liés à ce milieu de vie. Donc, nous avons commencé depuis les années 2012 un travail de collaboration avec les populations pour préserver ces reliques de forêt à travers des programmes de conservation. Ces programmes incluent l'éducation environnementale, les activités de développement communautaire, mais aussi la valorisation des sites à travers le tourisme. Et en 2020, nous avons réussi, avec d'autres ONG, à inscrire cette zone comme une réserve de biosphère. Donc, le travail qui a été fait dans le cadre de ce projet, c'était essentiellement pour améliorer les connaissances sur les écosystèmes de forêt et la faune de ce site Ramsar, mais en impliquant surtout les jeunes. Pourquoi les jeunes? Parce que on s'est rendu compte dans nos activités quotidiennes avec les populations que les jeunes n'étaient pas très intéressés à aller dans ces écosystèmes de forêt. Donc, très souvent, quand nous allons pour la collecte de données, les gens sont surpris qu'on dise qu'on aille en forêt ou qu'on est sur l'eau pour compter des oiseaux ou pour faire l'inventaire de la faune. Donc, il était intéressant pour ce processus de conservation de ces sites-là, d'impliquer les jeunes pour qu'ils comprennent davantage l'intérêt à connaître le patrimoine biologique qu'ils ont autour d'eux, mais également les impliquer à être des acteurs actifs dans la protection de ces écosystèmes-là. Donc, l'objectif de ce projet, c'était non seulement améliorer les connaissances sur les espèces, mais également conduire un programme d'éducation environnementale qui inclut les groupes scolaires, les jeunes, mais aussi les adultes, pour que tous ces acteurs-là puissent travailler à protéger ces sites Ramsar et particulièrement les forêts qu'on retrouve à l'intérieur. Un autre objectif important, c'est de développer des activités alternatives pour ces jeunes qui se sont impliqués dans la gestion de, disons, de ces aires protégées. Et toutes ces activités menées concourent à l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment l'objectif numéro 1, qui est la réduction de la pauvreté, et particulièrement l'objectif de développement numéro 15, qui est la préservation et la valorisation de la diversité biologique. Diapositive suivante. De façon concrète, qu'est-ce que nous avons réalisé? La première activité a été par rapport à l'amélioration des connaissances sur ces forêts, ces écosystèmes du site Ramsar, a été d'abord de faire une sélection de jeunes. Donc, nous avons sélectionné 88 jeunes dans différentes communes de cette réserve-là. Donc, dans 3 forêts, notamment la forêt de Niaouizon, la forêt de Blevozon et la forêt de Pétonzon. Donc, au total, 38 jeunes ont été identifiés à Bonou et à Djoun, 44 jeunes. Donc, nous avons environ un taux de participation des femmes qui est de 12%, qui est assez faible. Diapositive suivante, s'il vous plaît. La seconde étape pour cette activité était, disons, de former ces jeunes à l'utilisation des outils informatiques. Donc, nous avons acquis des tablettes et installé le logiciel Kobo Collect. Donc, les jeunes sélectionnés ont été formés à l'utilisation des tablettes, mais également à l'utilisation de l'outil Kobo Collect pour collecter des informations sur la biodiversité. Donc, vous voyez les images sur cette diapositive montrent disons, la phase de formation des jeunes dans le centre ludo-écologique à Niaouizoumen, qui est un des sites sur lesquels nous avons pas mal d'activités. Donc, une fois les jeunes formés, la seconde étape était d'aller sur le terrain, d'aller dans les différentes forêts pour faire la collecte de données. Il faut dire que ces jeunes-là proviennent des villages dans lesquels les forêts se trouvent. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, une fois les jeunes outillés sur qu'est-ce que la biodiversité, dans la diapositive précédente, voilà, merci. Donc, une fois que ces jeunes ont été outillés, il s'est agi ensuite maintenant d'aller dans ces différentes forêts et avec les tablettes, aller prendre des photos des plantes, des champignons, des animaux et ensuite enregistrer toutes ces données-là qui ont été par la suite mises sur des plateformes digitales de la biodiversité comme le site iNaturalist et le site du Global Biodiversity Information Facility.
Donc, au total, nous avons collecté 18 000 et quelques données d'occurrence sur la biodiversité. Et ces données, par la suite, ont été mises sur les plateformes. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, c'était l'occasion non seulement que les jeunes de ces villages-là puissent découvrir la diversité des plantes qui se trouvent dans ces forêts, mais également c'était une occasion pour eux d'apprendre l'utilisation des TIC, puisque la mise en ligne de ces données a nécessité l'utilisation d'ordinateurs, l'utilisation de tablettes. Donc, c'était également une opportunité, disons, de former ces jeunes-là à l'utilisation de l'outil informatique et aussi à découvrir le monde digital de la biodiversité. Donc, vous avez ici, sur cette diapositive illustrée, la page de ODB sur laquelle les données collectées ont été mises. Donc, sur ce site, nous avons la possibilité de mettre directement le nom des espèces qui ont été photographiées. Et la plateforme nous permet également, parce que la présence de certains experts sur cette plateforme digitale vous permet d'avoir une facilité à identifier les espèces. Donc, ces données-là sont utilisées pour enrichir la base de données de l'ONG par rapport au suivi écologique. Ça permet également à ces jeunes-là de découvrir le monde magnifique des oiseaux, des papillons, des plantes, mais aussi s'intéresser également un peu à l'utilisation ethnobotanique de certaines plantes, notamment dans la médecine traditionnelle. Diapositive suivante. Donc, la seconde phase de ce projet a été d'intéresser non seulement les groupes scolaires, mais aussi ces jeunes à ce que c'est que la biodiversité, quelle est son utilité. Donc, un programme d'éducation environnementale a été conçu et mis en œuvre dans les collèges et les écoles primaires qui sont autour de ces forêts. Et la première activité que nous avons développée également, c'est l'organisation d'un concours de poésie sur la biodiversité. Donc, il s'agissait pour ce concours que les élèves puissent proposer des tests pour présenter la biodiversité de leur forêt. Donc, au total, nous avons reçu 45 applications pour ce concours de poésie sur la biodiversité. Et les trois meilleurs de chaque collège avaient reçu comme prix des livres de coloriage, des bookmarks, des t-shirts, mais également une visite des différents sites qui se situent dans la réserve de biosphère de la base vallée de Lomé. Et pour ce qui concerne les activités d'éducation environnementale en classe, il s'agissait des cours formels en classe avec des présentations de PowerPoint, mais également des activités à l'extérieur des collèges ou des écoles pour permettre aux enfants de toucher les plantes, de regarder la nature autour d'eux et surtout d'écouter aussi les oiseaux qui sont dans leur environnement immédiat. Et enfin, avec les enfants, nous avons travaillé à mettre en terre quelques plans pour traduire notre volonté d'assister le monde des invertébrés à travers les papillons et autres là, à avoir plus de vie autour des écoles. Diapositive suivante. Une troisième phase de ce projet, comme je l'avais dit à l'entame, c'était aussi donc d'accompagner ces jeunes qui ont bien voulu nous accompagner dans ce processus d'amélioration des connaissances sur la biodiversité des forêts de ce site Ramsar. Donc, c'est d'accompagner ces jeunes-là à avoir des activités alternatives génératrices de revenus qui vont leur permettre d'avoir des ressources financières pour que ces derniers ne soient pas, dans quelques années, disons, des menaces à la préservation de ces forêts ou pour qui sont dans ces forêts, que ce soit par le braconnage ou par l'exploitation forestière illicite. Donc, nous avons formé 12 jeunes pour l'apiculture. Donc, ces jeunes ont été formés et équipés pour produire du miel. 66 jeunes également ont été 60 plutôt, ont été formés pour l'élevage et la commercialisation des escargots géants africains. Il faut dire que ces deux filières qui ont été identifiées sont des filières qui sont déjà pratiquées par certaines personnes dans les localités ciblées. Donc,
Les escargots, dans le passé, étaient juste collectés au niveau des forêts et vendus, et la pression de collecte était tellement élevée qu'il fallait trouver un moyen pour, disons, rendre, disons, cette protéine animale disponible pour les communautés, mais également pour les villes qui sont situées autour de ces forêts qui demandent énormément de ces produits de forêt non, produits de, produits forestiers non liés plutôt. Donc, ces activités ont pour objectif d'aider ces jeunes-là à avoir des revenus et aussi être utilisés comme des ambassadeurs pour la protection de la biodiversité dans leur terroir villageois. Diapositive suivante. Donc, au bout d'une année de mise en œuvre de ce projet, qu'est-ce que nous avons pu retenir? Ce qui a retenu essentiellement de cette expérience, c'est que former les jeunes à être le relais des ambassadeurs de la protection de leur propre biodiversité est un des moyens les plus efficaces parce que, étant donné qu'ils sont dans le village, ils sont les meilleurs ambassadeurs pour parler à leurs parents et aussi faire la sensibilisation au niveau de leurs camarades, au niveau des classes. L'implication des jeunes également a permis aux communautés de comprendre davantage les actions de protection, de suivi écologique que l'ONG met pour la gestion de ces aires protégées communautaires qui sont au niveau du site Ramsar. Il faut noter une très faible participation des jeunes filles à ces actions de collecte de données et de suivi de la biodiversité. Et ces facteurs sont dus essentiellement à des facteurs sociologiques au niveau des terroirs villageois liés au fait que les jeunes filles, c'est pas vraiment leur chose de se promener en forêt. Donc, nous avons d'une façon ou d'une autre aussi travaillé un peu à changer cette perception que les communautés ont des jeunes filles en général. Une autre contrainte importante que nous avons rencontrée dans la mise en œuvre de ce projet, c'est étant donné que c'est des zones rurales où l'énergie n'était pas toujours disponible, donc il y a eu vraiment beaucoup de difficultés à, à rester plus longtemps sur le terrain pour la collecte de données. Et aussi, la faible connexion Internet n'avait pas permis également à ces bénéficiaires-là de poursuivre ce travail de collecte de données au-delà de ce projet et indépendamment du staff de ODDB qui est souvent sur le terrain avec eux. Une autre contrainte importante, c'est les finances. Donc, le budget limité que nous avons ne nous a pas permis de mobiliser davantage de jeunes et aussi d'appuyer davantage de jeunes dans le développement des activités alternatives. Et en termes de perspective, nous continuons à travailler avec ces jeunes, pour certains qui sont vraiment très passionnés, qui continuent de travailler avec nous sur le terrain pour la collecte de la biodiversité. Et depuis l'année dernière, nous avons également commencé à utiliser les photos pièges. Donc, ce sont ces jeunes également qui nous aident à aller déployer les caméras et aussi à les relever pour la collecte de données sur la faune. Et enfin, nous envisageons mobiliser davantage de ressources financières pour étendre les activités de ce projet-là à d'autres sites, sites Ramsar du Bénin, pour partager cette expérience que nous avons eue avec les jeunes du site Ramsar 10-18. Voilà l'essentiel des informations que je voudrais partager avec vous. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Mariano. Merci en tout cas de votre présentation sur ce que vous faites au niveau du Bénin. Maintenant, peut-être que nous avons autour de 14 minutes qui nous restent pour les questions-réponses. Je ne sais pas, Chris, s'il y en a des questions que vous aviez enregistrées dans le chat, mais je vois déjà qu'il y en a des mails levés. Vous les permettez, Chris, qu'on puisse prendre directement les questions, ou bien? Oui, please do, Gervais, oui. Ok, merci beaucoup. ZBD, j'ai vu la main levée. Yes, can you hear me? Yeah, exactly. Go ahead. Yes, so I just want to um, react to the presentation made by the presenter from Benin. Very interesting presentation. And I want to find out, working in this week, that is a famous, very big Ramsar site,
and a Ramsar advisory mission was conducted there in 2022. The issue of the massive death of fish in that site, has it been resolved now? That's the first question. And the second question is it possible for him to write a short story from his presentation on youth engagement and contribution towards the management of the site? The Secretariat will be happy to publish such interesting stories on our website. And also, it will be helpful for you to collaborate with the National Focal Point for this work to be captured in the upcoming national reports to the convention that are due by October this year. Thank you. Thank you, Zebede, for your question. I think, Mariano, you have taken all questions. Mais je crois que nous pouvons y aller, peut-être on prend toutes les questions adressées, s'il y en a des questions qui sont adressées aux différents intervenants. C'est mieux de les recueillir tout d'abord et puis on donnera la parole aux intervenants pour y répondre. S'il y a d'autres questions, s'il n'y en a pas, alors on va donner la parole à Marianne. OK, Madame Labdi, il y a une question qui vous est posée de quelqu'un qui devait savoir les outils que vous parlez, que vous aviez parlé sur la sensibilisation des zones humides. Sont-elles seulement appropriées, adaptées aux écoles en Tunisie? Ou bien est-ce que vous pouvez les partager avec d'autres acteurs pour se servir comme modèle? Madame Labdi, vous avez peut-être noté la question, c'est dans le chat. Oui, en fait, ces outils, exactement, ils sont adaptés à la Tunisie parce que les informations qu'ils contiennent, c'est des informations sur la biodiversité de la Tunisie, les zones humides de la Tunisie. Mais c'est possible de les partager. D'ailleurs, le réseau WWF, N, pardon, pardon, c'est-à-dire, il nous a proposé de les partager sur le site. Donc, peut-être bientôt, ils seront partagés et on peut vous les partager pour vous inspirer, pour faire d'autres outils qui sont adaptés à vos pays. OK, merci. Je crois en tout cas, on va juste noter toutes les questions et puis les intervenants pourront répondre. Mais merci déjà pour la réponse, Madame Labdi. Nous avons ajusté. Je vois votre main élevée. Justine Ganga. Justine, la main élevée, on ne sait pas si vous êtes là. OK, on va d'autres. I think she's muted at the moment. Alors, on peut donner à Mariano, je crois que vous pouvez répondre d'abord à la question en attendant qu'on enregistre d'autres questions. Donc, je voudrais remercier M. Zebede pour ses commentaires et ses questions. Et la première, c'est sa préoccupation, c'est concernant la mort massive de poissons. Donc, c'est en réalité, ce phénomène ne s'est pas déroulé dans le site Ramsar 10-18, mais c'est plutôt dans le site Ramsar 10-17. Jusqu'à aujourd'hui, bon, au-delà des investigations qui ont été menées par le gouvernement, en fait, les résultats n'ont pas vraiment été publiés. Mais pour ce qui est du travail qui a été fait par les ONG actifs dans la zone, je pense que c'est un pisciculteur qui a utilisé des produits dans sa ferme et c'est le déversement donc, des eaux de la pisciculture qui est entré dans le lac Aimé. Donc, c'est ce qui a été à la cause de cette mort massive de poissons. Il y a d'autres thèses qui ont été évoquées par certains géologues, comme quoi c'est la fuite d'un gaz dans le lac qui est responsable de cet état de choses. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas encore vraiment une réponse formelle
du gouvernement par rapport à ce phénomène. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à cette première préoccupation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est surtout, disons, la contamination est venue d'une exploitation piscicole. La deuxième question, c'est plutôt une suggestion. Oui, nous sommes bien disposés à produire ce résumé que nous pourrons partager avec le secrétariat du CIDRAMSA comme il a souhaité. Donc, il faut juste nous donner un canevas de présentation en termes de... Et nous allons pouvoir produire, disons, ce résumé et partager avec les autres collègues qui sont actifs dans les sites Ramsar. Ok, il y a aussi une question, cher Mariano, dans le chat où on voulait savoir, Marcel, vous voudrez connaître les difficultés que vous aviez connues pendant vos activités et comment vous les avez surmontées. Ok. Ok. Et il y avait une troisième question de Monsieur Zébédé, c'est par rapport à, je pense, le rapport, hein. Par rapport au rapport, bon, je pense que nous travaillons avec le point focal de la Convention Ramsar, qui est l'Agence béninoise pour l'environnement. Et d'ailleurs, le 2 février dernier, pour la célébration de la journée des zones humides, c'est les ONG, ODB en particulier, qui ont organisé des activités et le point focal a été associé. Donc, nous entendons bien continuer dans ce processus d'implication des organes étatiques dans la gestion, disons, des activités dans les sites comme ça. Par rapport à la dernière préoccupation, les difficultés rencontrées, la première difficulté, c'est la mobilisation des jeunes. Vous savez, dans ces terroirs villageois, la plupart des jeunes sont désœuvrés, donc ils n'ont pas du travail. Donc, la contrainte majeure que nous avons eue, c'est que les jeunes voulaient être intéressés à participer disons, à ces activités. C'est-à-dire, ils voulaient que nous puissions leur donner des per diem journaliers pour aller faire ce travail. Donc, ça, c'est la première difficulté que nous avons eue. La seconde difficulté, comme je l'ai dit, c'est surtout la participation des filles qui étaient très réticentes, mais surtout à cause des présenteurs sociaux. Mais il faut dire que ODDB travaille dans ces sites-là depuis une dizaine d'années. Donc, nous avons une bonne assise au niveau de ces communautés. Donc, on est très bien connus. Donc, on n'a pas eu vraiment beaucoup de difficultés en dehors de la motivation que certains jeunes voulaient pour participer à ce programme. Je ne sais pas si j'ai apporté les éléments de réponse à toutes les préoccupations des collègues. Merci. Merci beaucoup, Marianne, pour les différentes réponses aux questions posées. Je ne sais pas si, Justine, vous êtes déjà là. Marcelin, toi, c'est une nouvelle main. Marcelin, Oui, go ahead. Vous pouvez poser la question, vous pouvez y aller. I must apologize. I was unmuting Marcelin and I accidentally muted him. So Marcelin, I'm sorry, you will have to unmute yourself again. oui, oui. Ma question, j'adresse ma question à Madame Imen, hein, parce que par rapport à ces outils-là qu'on utilise aux États-Unis, et pardon, en Tunisie plutôt. Alors, j'aimerais savoir s'il n'y a pas moyen de se partager l'expérience là par rapport à l'organisation d'une fresque, si les zones humides, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'accéder aussi à ces outils-là pour que nous puissions aussi les utiliser aussi au niveau de la RDC? Donc, c'est par rapport à l'organisation d'une fresque ici, les zones humides. On aimerait aussi avoir cette expérience pour que nous puissions aussi s'en servir ici au niveau de la RDC, précisément à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, où nous travaillons pour la protection des zones humides, notamment les lacs Kivu, la rivière Ruzizi et d'autres zones humides. C'est ça ma préoccupation. Merci beaucoup. Mhm. Oui, bien sûr, comme j'ai dit, notre association, elle est prête à partager tous les outils avec toutes les associations du réseau, mais également à vous accompagner pendant le processus de préparation. Je peux vous montrer déjà la fresque, elle est ici. Donc, pour les cartes, il y a des cartes générales que vous pouvez utiliser hein, pour tout le monde. Il y a des cartes générales que tout le monde peut utiliser
pour les services D'accord. économiques, etc. Mais il y a des cartes spécifiques à la Tunisie que vous pouvez remplacer Oui, par oui. des cartes qui sont spécifiques à votre pays. Et vous pouvez D'accord. faire des propositions. Tout ça, ça doit sortir de vos données, c'est-à-dire des inventaires que vous avez faits sur la biodiversité. Il faut les simplifier et après, il faut les utiliser pour faire les cartes avec des photos. Donc, si vous aurez besoin d'un accompagnement, vous pouvez nous Ouais. contacter et on peut vous aider. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, nous en avons besoin. Bien de plus. Nous pouvons les adapter par rapport à notre expérience ici au niveau de la RDC, là où nous œuvrons. Ça, c'est très intéressant pour nous aussi. Merci. Merci D'accord. beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vois Justine, vous voulez toujours poser la question, vous êtes déjà là. Justine. La question est dans la boîte Ah de oui, chat. je vois là, sa question dans le chat. C'est la question adressée à Marianos de savoir qu'est-ce qui explique, disons, la faible implication des femmes dans la protection de la biodiversité au Bénin. Marianos, ça c'est une question que vous adressez. OK. Si vous pouvez Merci, apporter Madame. directement, plus rapidement des éléments de réponse. En tout cas, quelques OK. secondes. Merci, Madame Justine. Bon, c'est la faible participation des femmes en général à la protection de la biodiversité, c'est lié au contexte, aux pesanteurs sociaux. Vous savez, dans la basse vallée de Lomé, les considérations sociales sont que la femme, elle est faite pour la maison, le foyer, et même par rapport à la scolarisation des filles, c'est un gros challenge pour le gouvernement. Et beaucoup de mesures ont été prises, par exemple, disons, les filles au Bénin ne payent pas les scolarités pour aller à l'école. Donc, il y a autant de mesures que le gouvernement a prises pour favoriser l'éducation des filles. Donc, ces pesanteurs qui sont au niveau des sociétés euh, se répercutent au niveau de la vie professionnelle. Mais quand même, il y a quand même quelques femmes rares qui sont dans le domaine de la conservation de la biodiversité. Si je prends ODDB, par exemple, la directrice exécutive de ODDB, c'est une femme. La présidente de l'association également, c'est également une femme. Donc, elles ne sont pas très nombreuses dans le domaine de la protection de la biodiversité, mais il y a quand même des femmes très battantes qui sont dans ce domaine-là. Elles ne sont pas nombreuses, mais notre travail aussi, nous hommes, c'est également les accompagner à développer tout leur potentiel. Il faut dire que c'est un domaine qui a assez de challenges puisqu'il faut passer du temps sur le terrain, il faut passer parfois plusieurs semaines dans la forêt, dans la brousse. Donc, ce n'est pas aisé, surtout si les femmes sont mariées, ce n'est pas aisé de rester dans ce genre de conditions, et surtout si elles ont des enfants. Donc, je pense que voilà Merci, Mariano. Merci beaucoup euh, pour vos éléments de réponse à toutes les questions. Je crois qu'en tout cas, il y en aura peut-être beaucoup de questions, mais maintenant, on doit avoir une pause. Peut-être que si vous aviez une question que vous n'avez pas posée maintenant, vous pouvez toujours écrire la question dans le chat et peut-être qu'on pourra vous mettre en contact avec les différents intervenants pour apporter des éléments de réponse. En tout cas, je vais remettre la parole à Chris pour la suite et peut-être que c'est la pause qui doit suivre avant de commencer la session suivante. Merci, Chris. La parole est à vous. Thank you, Gervais. Thank you as well to our presenters, to Imen, Constantina, and Mariano. Some really interesting and illuminating ideas of work that you're doing on the ground. So thank you very much for that. Just a reminder to everyone, please do put your